centrale est symétrique. Donc, on a cette image qui nous montre le syndrome PIEMA. Chez l'enfant et l'adolescente, la douleur est d'intensité variable avec une localisation au niveau des os longs, au niveau périarticulaire, au niveau vertébral, thoracique, abdominal. Il faut évaluer la douleur avec les différentes échelles. On a l'auto-évaluation qui est possible à partir de 4 à 6 ans, à savoir l'exemple l'EVA à l'échelle du visage, et l'hétéro-évaluation qui n'est pas, avec mon exemple l'Evandol, utilisable chez l'enfant de la naissance à l'âge de 7 ans. Donc, nous avons là l'évaluation, un tableau qui nous permet de faire une évaluation avec l'Evandol. Donc, la douleur est dite sévère lorsqu'on a une cotation de 9 à 15 sur 15. Douleur légère à modérée de 4 à 8 sur 15 et un inconfort de 0 à 3 sur 15. Une image nous montrant l'échelle visuelle analogique. Pour les signes cliniques, à la biologie, on a des bilans d'orientation, à savoir l'hémogramme, qui va nous montrer une anémie normochrome normocytaire ou génératif, une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile, avec un taux d'hémoglobine de base qui varie d'un patient à un autre, en moyenne de 7 à 8 grammes par décilitre. Donc, le frottis sanguin va nous montrer des drépanocytes, les corps de Joly, qui sont témoins de l'hyposplénie, une augmentation du taux de bilirubine libre et des LDH, un effondrement de l'aptoglobine. On a le test de dépistage avec le test TML, qui est un test de fasciformation, une incubation d'une goutte de sang entre l'âme et lamelle en hypoxie. L'examen se fait après 30 aspects en fossile des hématies. On a le test d'Italon, qui est un test de solubilité de l'hémoglobine. Se pratique sur un hémolysat d'hémoglobine ajusté à 4% en présence d'hyposulfite de sodium, l'hémoglobine S précipitée. Après centrifugation, on observe un caillot rose et un surnageant limpide en présence d'hémoglobine S. En l'absence d'hémoglobine S, le surnageant est rouge. Et nous avons également le test de diagnostic rapide de la drépanocytose, qui est basé sur une méthode immunologique permettant d'identifier la présence d'hémoglobine A, S et C. Nous avons également des bilans de confirmation avec l'électrophorèse de l'hémoglobine, qui est une technique de choix, avec une sensibilité très importante, très spécifique, qui nous permet de détecter des hémoglobines anormales. Donc, on aura pour la forme homozygote SS, l'hémoglobine S majoritaire avec une représentation de 75 à 95%, l'hémoglobine A2 sensiblement normale avec une représentation de 2 à 4%, et l'hémoglobine fœtale du taux variable avec une représentation de 0 à 20%. On a la biologie moléculaire qui nous permet de déterminer l'haplotype et le diagnostic anténatal à partir de la 8e semaine d'aménorrhée. Pour les formes cliniques, nous avons les formes compliquées avec les complications aiguës, à savoir les infections, qui est la principale cause de morbidité et de mortalité chez l'enfant de moins de 5 ans. Les germes encapsulés sont souvent responsables. Les localisations les plus fréquentes, ORL et respiratoires, les plus graves sont la méningite, les septicémies, les infections ostéo-articulaires. On a l'anémie aiguë avec les accidents hyperhémolytiques qui peuvent survenir à tout âge. Ils sont souvent associés à un processus infectieux, en particulier le paludisme en Afrique ou une pneumonie à mycoplasme. La séquestration splénique aiguë, c'est une urgence absolue car elle met en jeu le pronostic vital. Elle se manifeste surtout avec une anémie sévère, un collapsus des douleurs abdominales, une brutale augmentation du volume de la rate et elle nécessite une prise en charge immédiate lors de sa survenue. On a l'érythroblastopénie aiguë transitoire qui est secondaire à une infection virale, que parvovirus B19, qui se manifeste par une aggravation de l'anémie sans ictère ni augmentation de la taille de la rate, ni hépatomégalie, avec un effondrement du taux de réticulocytes, signant la sidération transitoire de la lignée érythroblastique. Elle nécessite souvent une transfusion sanguine simple. L'évolution est en général favorable, avec une régression de l'érythroblastopénie en quelques jours. On a les accidents vaso-occlusifs graves, avec les AVC, ischémiques qui sont les plus fréquentes. Ils sont liés à une formation du thrombus au niveau des artères cérébrales et peuvent concerner tous les territoires cérébraux. Se manifestent par un déficit moteur flasque proportionnel, une aphasie des convulsions des céphalées, d'où l'intérêt de réaliser la TDM cérébrale ou l'angio-IRM. On a le priapisme, qui est une érection douloureuse prolongée en l'absence de toute stimulation sexuelle liée à une sécrétation de sang et un engorgement des corps cardiaques. Il peut être aigu, avec une durée supérieure à 3 heures, ou intermittent, spontanément résolutif. Et nous avons le syndrome thoracique aigu. Il constitue une urgence et une importance capitale, cause de décès chez les patients drépanocytaires. À la clinique, on a les signes respiratoires,
On peut avoir une tachypnée, des anomalies à l'auscultation pulmonaire, une hypoxie, une fièvre, des douleurs thoraciques ou thoraco-abdominales. À l'appareil clinique, la radiographie du thorax réalisée nous montrera des infiltrats pulmonaires. Il faut savoir aussi que le syndrome thoracique aigu peut être isolé ou secondaire à une crise vaso-occlusive. Donc, en CAT d'urgence, on aura un traitement antalgique par palier selon l'intensité de la douleur, de faire une hydratation à raison de 1,5 à 2 litres par mètre de surface corporelle, sans dépasser 3 litres. Une antibiothérapie à l'aspect active sur les germes intracellulaires et les pneumocoques. Donc, on mettait une antibiothérapie à base de macrolide, céfotaxime, amoxicilline, une oxygénothérapie pour maintenir une saturation supérieure à 95%, une transfusion simple ou un échange transfusionnel en cas de taux plasmatique d'hémoglobine supérieur à 9 grammes par décilitre. Elle doit être lente en raison de 2 à 3 ml/kg par heure. En cas d'échec du traitement et d'aggravation de l'hypoxémie, une prise en charge en unité de soins intensifs est recommandée pour une assistance cardio-respiratoire adaptée. Nous avons entre autres les complications chroniques avec la lithiase biliaire, qui est une complication fréquente de l'hémolyse chronique, souvent asymptomatique et doit être recherchée par l'échographie dès l'âge de 5 ans et se manifeste par des exacerbations, excusez-moi, conjonctivales, des douleurs abdominales non systématisées ou un tableau de colique hépatique. Les complications aiguës, cystite aiguë, la cholangite, la pancréatite aiguë et une septicémie avant le départ biliaire. Nous avons entre autres l'ostéonécrose épiphysaire qui est liée à la répétition des crises vaso-occlusives au niveau des épiphyses fémorales et humorales. L'ostéonécrose de la tête fémorale se manifeste par une douleur de la hanche à la marche et par des signes de lisse osseuse qui sont vus à la radiographie. Par contre, celui de la tête humérale est rarement rencontré. On a la rétinopathie qui est une complication précoce, fréquente, à risque fonctionnel important chez les drépanocytaires.